Bienvenue à cette édition dont voici les titres. Porochenko rencontre Poutine en marge du 10e sommet ASEM, une réunion des chefs d'État et de gouvernement des pays d'Asie et d'Europe qui se tient à Milan depuis ce jeudi. Et en matière d'Ebola, près de 4500 morts depuis le début de l'épidémie. Des responsables du Congrès américain réclament la fermeture des frontières pour les personnes en provenance de 3 pays les plus touchés en Afrique de l'Ouest. Mesdames, Messieurs, bonjour et encore une fois, bienvenue. Le sommet Asie-Europe se tient cette semaine à Milan et c'est une réunion qui permettra également à Vladimir Poutine et Petro Porochenko de se rencontrer pour échanger sur la situation en Ukraine. La question du gaz devrait également être évoquée au cours des discussions. À l'issue de la rencontre, le président du Conseil italien s'est exprimé. Nous l'écoutons. Je remercie particulièrement Petro Porochenko et Vladimir Poutine d'être venus ici à Milan. J'espère que dans les prochaines heures, nous aurons quelques avancées. Maintenant, après ces rencontres, je suis positif et j'espère que nous pourrons travailler étroitement tous ensemble. La situation en Syrie à présent, la Turquie interdit le passage de ses citoyens kurdes qui veulent retourner combattre à Kobané. Ces derniers exigent pour leur part la mise en place d'un corridor humanitaire qui va permettre de faciliter le passage des armes, mais aussi des combattants. Muni de ses jumelles, Massid Pervar observe les combats à Kobané. Ce Kurde de Turquie a 66 ans, mais il n'a pas hésité à parcourir les 400 km qui le séparent de la frontière syrienne pour habiller sa tenue de combat. Il souhaite se rendre en Syrie pour prêter main forte, dit-il, à ses frères kurdes. Qu'ils soient à Kobané, en Iran, en Irak ou en Turquie, cela ne change rien. Notre peuple a été divisé dans ces 4 pays après la chute de l'Empire ottoman, mais au final, nous sommes tous kurdes. Mais la Turquie interdit formellement le passage de ses citoyens. Une décision qui suscite la colère de sa communauté kurde. La position, en revanche, est différente en ce qui concerne les Kurdes de Syrie. Ankara affirme qu'ils sont libres de rentrer pour se battre à Kobané, mais sur le terrain, l'armée turque interdit toujours leur passage. J'ai envie de rentrer par n'importe quel moyen pour aller défendre Kobané. Mais comme la Turquie maintient le poste frontière fermé, je vais devoir y aller clandestinement, en prenant des risques. Mais je dois y aller. Qu'ils soient de Syrie ou de Turquie, les Kurdes ici sont unanimes. Ils demandent l'ouverture d'un couloir en Turquie qui permettra le passage d'armes, mais également de combattants en soutien à la rébellion kurde pour pouvoir reprendre le contrôle de la totalité de la ville de Kobané et faire reculer les djihadistes une fois pour toutes. Les Nations Unies font le point de leurs opérations en Côte d'Ivoire. Et à cet effet, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu en audience la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mindaoudou. Le processus électoral en Côte d'Ivoire était au menu de leur discussion. Une rencontre en début d'après-midi, celle d'environ une trentaine de minutes entre le président de la République Alassane Ouattara et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mindaoudou, ce jeudi 16 octobre 2014. Pour la représentante onusienne, c'est encore une occasion, comme lors des précédentes entrevues, de rendre compte au chef de l'État des activités de l'ONU en Côte d'Ivoire. Entre autres sujets évoqués, le processus électoral. J'ai fait le compte-rendu des bons offices que je mets en œuvre ici en Côte d'Ivoire et aussi je lui ai rendu compte de la visite de la mission que nous avons reçue qui est venue de New York pour faire l'évaluation des besoins en matière électorale de la Côte d'Ivoire. Pour Aïchatou Mindaoudou, le plaisir a toujours été le même de rencontrer le président de la République, Alassane Ouattara, en vue de la contribution de l'ONU à la bonne marche de la nation ivoirienne. Remise ce jeudi de matériel pour les opérations d'achèvement du recensement à vocation d'état civil
et signature des lettres d'accord au ministère malien de l'administration territoriale. Cette cérémonie marque un moment important dans la marche du Mali vers la modernisation et bien sûr la consolidation de son état civil. C'est donc un reportage d'Abdoulaye Maïga, Moussa Bari, commentaire Djibrila Maïga. Cette cérémonie de remise de matériel pour les opérations d'achèvement du RAVEC revêt un double caractère. Elle est l'occasion de résoudre la question liée au déploiement et à l'acheminement du matériel complémentaire, ainsi que des imprimés du RAVEC dans les cercles et communes du Mali. L'investissement que nous nous apprêtons à remettre aujourd'hui au gouvernement a été acquis à travers les ressources du panier commun mis en place dans le cadre du projet d'appui au processus électoral du Mali, PAPEM, et géré par le PNUD. Ce geste vient rappeler une fois encore le rôle et l'engagement de la communauté internationale dans l'accompagnement du processus de consolidation de la paix et de la démocratie au Mali. Autant le soutien des Nations Unies et de la communauté internationale a été déterminant pour la phase active du RAVEC qui s'est déroulée de 2009 à 2011, autant cet accompagnement demeure indispensable pour son achèvement afin de doter le Mali d'un système d'état civil performant, gage de la constitution d'un fichier électoral fiable et de la disponibilité d'autres applications qui amélioreront la délivrance des documents administratifs et de voyage. Composé de 2 véhicules pick-up, de mobilier de bureau, de matériel informatique, de t-shirts, etc. Ces matériels dont le coût est estimé à plus de 600 millions de francs CFA sont destinés à la mise en œuvre des opérations d'achèvement du RAVEC lancé à Sikasso il y a 15 jours. Ces opérations vont s'étendre à l'ensemble du pays. Direction le Sénégal, à présent Dakar se prépare à accueillir le 15e sommet de la francophonie prévu les 29 et 30 novembre prochains. Et en prélude à cet événement, le réseau Habitat et Francophonie a organisé ce jeudi un séminaire sur la contribution des politiques du logement et du développement urbain à l'exercice des droits des femmes et des jeunes dans le monde. Quand les membres du réseau Habitat et Francophonie se retrouvent, la problématique du logement social occupe certainement une bonne place dans les discussions. Aujourd'hui, beaucoup de pays d'Afrique francophone sont confrontés au déficit de logement, au problème d'accès aux services sociaux de base entre autres, une situation préoccupante et pour le réseau, les gouvernants doivent agir vite. La gestion de la croissance urbaine, qui implique la mise en place d'infrastructures et de services adéquats pour des citadins de plus en plus nombreux et exigeants, devient une propriété des politiques publiques. Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, a décidé de considérer cette situation comme une opportunité économique en mettant en place une politique de renouveau urbain et de production intensive de logements. Une production intensive de logements destinée aux couches les plus vulnérables, les femmes et les jeunes en première ligne, d'où le thème de cette rencontre. Monsieur, le thème retenu pour le sommet soulève de multiples questions. Celle de l'activité économique des femmes, de l'accès à l'emploi, au crédit, au microcrédit et sous-jacente les problématiques de la pauvreté, tant des femmes que des enfants. Quoique central, le logement social est souvent le parent pauvre des politiques, si je peux permettre cette expression. Voilà ce qui a conduit RHF à mettre sur pied ce séminaire et à préparer la déclaration de Dakar. Une déclaration forte et des défis pour les chefs d'État des 14 pays francophones membres du réseau. Pour ces experts, seule une action déterminée pourra contribuer à faire de l'Afrique un continent d'avenir. Le réseau Habitat et Francophonie demande l'appui des gouvernements pour faire du logement une grande cause nationale dans les pays d'Afrique francophone pour promouvoir l'habitat social et permettre aux sociétés chargées de développer de mener à bien leur mission. Présent depuis 25 ans sur la scène internationale, le réseau Habitat et Francophonie compte une 50aine de membres. Il permet à ses adhérents d'accroître leurs performances grâce aux échanges d'expériences.
Parlons santé à présent et ça se passe au Maroc. Cette signature de convention de financement entre Rabat et l'Union européenne ce vendredi, un montant de 50 millions d'euros qui va permettre d'accompagner la couverture médicale de base dans le pays. Et dans le même temps, l'Union européenne vient de prendre une décision par rapport aux pays les plus touchés par Ebola en Afrique de l'Ouest. Une vérification de la qualité des contrôles dans les aéroports sera bientôt opérationnelle. Renforcer les contrôles aériens, coordonner les actions et surtout rassurer les Européens. Ce sont là les priorités des ministres de la Santé de l'Union européenne. Réunis à Bruxelles, les 28 ont annoncé qu'ils allaient vérifier l'efficacité des contrôles anti-Ebola menés dans les aéroports des 3 pays africains touchés par l'épidémie. L'Union européenne travaille à garantir la traçabilité des possibles porteurs du virus. Je souhaite proposer un système pour renforcer les contrôles au départ et assurer l'échange des informations collectées à l'occasion auprès des passagers. Cela permettrait de garder les traces de tous les mouvements des voyageurs en provenance de l'épicentre de l'épidémie. Des mesures pour faire face à la psychose qui s'amplifie. La peur plus que la contagion tétanise les Européens. Nous avons besoin d'un système européen de partage d'informations avec un questionnaire type, par exemple, demander comment le virus est apparu en Espagne, ce qui s'est passé en dehors de l'Europe, aux États-Unis et ailleurs. L'échange d'informations pourrait servir de base de renseignement. Ces données permettront à chaque pays de prendre les mesures nécessaires. Les cas de fièvre Ebola hors du continent africain se multiplient depuis 2 semaines, laissant craindre l'arrivée de la pandémie en Europe et notamment en France. 2 cas pourraient avoir été détectés ce jeudi dans l'Hexagone. Une patiente est actuellement hospitalisée à l'hôpital militaire Bégin à Saint-Mandé en région parisienne. Elle a été en contact avec l'humanitaire française rapatriée il y a plusieurs jours. 2e cas suspect, celui d'un passager d'un vol Air France entre Paris et Madrid. L'homme a été pris en charge à sa sortie d'avion dans la capitale espagnole. Ce passager qui avait transité par le Nigeria avait fait escale dans une zone de transit de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle pendant 3 heures ce matin. Une escale qui inquiète profondément la France. La psychose s'intensifie et en Guinée, la situation reste inquiétante. Le personnel de santé continue de recenser de nouveaux cas, mais aussi de compter les décès dus à cette maladie. Les enfants ne sont pas épargnés. Au cœur de la forêt guinéenne, dans un cadre paradisiaque, le centre de Médecins sans frontières de Macenta, plongé dans l'enfer Ebola. Aujourd'hui, 16 personnes d'une même famille viennent d'arriver. Elles sont interrogées une par une. C'est un enfant qui va mal, j'ai pas plus d'informations, ils essaient de savoir. L'enfant a besoin de soins immédiats, mais la première chose, on doit être sûr que nous on s'expose pas. Plusieurs enfants sont au plus mal, alors tout s'accélère. Mais même dans l'urgence, il faut s'équiper correctement. Non, pas comme ça, laisse-moi faire, s'il te plaît. Dans ce centre de transit, on repère et on isole les suspects, comme les appellent les soignants. Commence alors une course contre la mort. On a pris les enfants, ils sont vraiment gravataires, hein? Ils n'ont pas le temps d'avoir peur. Oui? C'est un décès? Un premier décès vient d'avoir lieu au sein de la famille à peine arrivée. Un enfant de 5 ans. Son frère jumeau mourra quelques heures après lui. Maintenant, on va un peu... Dès le lendemain, l'équipe soignante reçoit les résultats des tests. Les membres de la famille accueillis la veille vont connaître leur destin. 385, oui. Ebola positive et 377 Ebola négatif, oui, malaria négative. Ok. C'est prêt, hein? Sur les 10 personnes contaminées que comptait la famille, seuls 8 sont encore en vie. Mais ici, on ne peut pas les soigner. Le centre n'est pas équipé pour. Merci, hein? Sa maman est là-bas, hein? Oh. Commence alors plus de 2 heures de trajet chaotique. Pendant le transport, un 3e enfant est mort. Il avait 4 ans. Arrivé à Guékédou, le plus grand centre MSF de Guinée, les 7 survivants sont emmenés sous les tentes de confinement.
Et aux États-Unis, c'est le Congrès qui hausse le ton pour interdire aux ressortissants des pays les plus touchés par l'épidémie l'accès au territoire américain. Nous écoutons à présent le président Barack Obama qui s'exprime sur ce sujet. Je n'ai pas d'objection philosophique à une interdiction de voyage, si cela permet d'assurer la sécurité du peuple américain. Mais toutes les discussions que j'ai eues jusqu'à présent avec des experts en maladies infectieuses montrent que cela serait moins efficace que les mesures que nous sommes en train de mettre en place. Point final à cette édition. Merci à vous tous de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision.